Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Michel, je suis avec Vincent, puis pendant les 8 derniers mois, on a travaillé sur une problématique que vous avez probablement entendu parler dans les dernières années, les derniers mois ou bien même les dernières semaines. On parle de la problématique des attentats par véhicule bélier qui frappent plusieurs villes, 15 depuis 2016, plus de 150 morts, 450 blessés. Tout ça, une problématique qui se passe à cause de l'accessibilité aux véhicules sur les espaces piétons, qu'on remarque dans toutes les villes, qui est un problème qui est rendu un problème urbain, puis qui est répondu par les villes spontanément, par surprise, qui sont pris par surprise, qui doivent répondre avec ce qu'ils ont sous la main. Comme vous avez probablement déjà entendu parler, Toronto a été frappé il y a quelques semaines. Et tout ça nous a mené à étudier un cas, le cas le plus extrême qu'on a pu trouver, les événements et les festivals. C'est un cas les plus extrêmes parce que c'est où est-ce qu'il y a une grande masse de population à la même endroit. C'est ouvert à plusieurs endroits sur le site. Il y a plusieurs véhicules qui peuvent arriver d'un peu partout. Donc, c'est pour ça qu'on a pris ce cas-là et qu'on l'a étudié à travers les deux plus grandes villes de la province, la ville de Québec et la ville de Montréal. C'est les deux plus grandes villes qui représentent l'ensemble des municipalités de la province, puis une partie de l'ensemble des municipalités du Canada. Il y a plus de 3500 événements par année qui se passent au Canada. On peut se rendre compte que la problématique est mondiale, elle est d'envergure et elle doit être répondue assez rapidement. Voici, à travers nos recherches, on a remarqué que dans 90% des cas, c'est des murets ou bien des blocs de béton qui sont utilisés pour sécuriser nos rues, sécuriser les événements. Et ceci entraîne des problématiques d'urbanisme, oui, mais aussi des problématiques au côté humain, la perception du monde, la perception des citoyens, des festivaliers face à ces équipements utilisés-là. Puis avec des entretiens, 15 entretiens et plus de 400 éléments de réponse, on s'est rendu compte que la sécurité et le sentiment de sécurité n'avaient aucun lien. On s'est rendu compte aussi que tous les blocs et les jerseys, pour le monde, ça dévalorisait le contexte événementiel. C'était repoussant pour certains. Pour d'autres, c'était rassurant. Ça éloignait, ça décourageait les terroristes. Et c'est vrai, par contre, il y a une identité culturelle, une identité industrielle qui est gardée avec ces équipements faits pour la construction. On a aussi remarqué que c'était très imposant. Par contre, c'était nécessaire. Puis ça a donné l'image d'une forteresse, de la guerre, puis d'une barricade. Donc pour ça, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas quelque chose de plus adapté à des contextes événementiels? C'est à travers un processus événementiel que je vais vous expliquer qui implique des acteurs décisionnels, la directrice des grands événements de la Ville de Québec, le capitaine des services de police de la Ville de Québec, M. Pascal Roy, le représentant des travaux publics, des représentants du service incendie, service médical. Toutes ces personnes-là ont été interviewées, ont fait partie de nos recherches, puis d'autant du côté de la Ville de Québec que de la Ville de Montréal. Donc, à travers le processus, d'abord, il y a la Ville de Québec qui remet un budget de 15 millions de dollars à la directrice des grands événements pour qu'elle gère ça, pour qu'elle gère la sécurité. Il y a 10 % de ce budget-là, environ 1,5 million, qui est attribué à la sécurisation des rues chaque année. Donc, d'abord, le promoteur fait une demande événementielle qui est ensuite analysée pour les coûts, pour le niveau de sécurité et le type d'équipement qui va être utilisé. Ensuite de ça, on prépare l'événement, on met en place des stratégies qui sont déterminées, on met en place les équipements qui devront être utilisés, puis on embauche des auxiliaires temporaires pour s'occuper de toutes les manipulations et les opérations qui tournent autour de ça. Les stratégies qu'on emploie, c'est à cause de la non-flexibilité des jerseys de béton. Leur non-flexibilité met en cause pourquoi les deux schémas de droite, c'est une sécurisation partielle. Oui, en effet, vous pouvez voir que les véhicules d'urgence peuvent passer lorsqu'ils sont en bas niveau, mais ça veut dire aussi que tous les autres véhicules peuvent passer. Le schéma de gauche que vous pouvez voir, c'est une autre stratégie qui est utilisée. Ça, c'est vraiment pour sécuriser l'entièreté de la rue, puis pour permettre une évacuation d'urgence. Mais il y a aussi les stratégies qui utilisent la non-flexibilité entraîne un grand problème qui est des rues à prioriser. On doit prioriser des rues, environ 75 % des rues qui sont priorisées, qui sont sécurisées à chaque événement. Puis d'ailleurs, il y a eu une plainte d'un citoyen l'année passée sur la rue Saint-Jean. Il a demandé pourquoi est-ce que la rue n'était pas entièrement sécurisée, pourquoi est-ce que notre événement était à risque de danger. On lui a répondu d'abord, c'est parce que la non-flexibilité des blocs de béton fait en sorte que c'est impossible, dans un court laps de temps, entre 17h et 19h à chaque jour, de sécuriser l'entièreté des rues. On se rend compte qu'il y a un avant-événement, la dynamique urbaine fait en sorte que le monde doit aller à leur commerce, doivent voyager, doivent sortir de chez eux. Mais quand l'événement vient le temps de l'événement, on doit sécuriser les rues, puis on n'a tellement pas beaucoup de temps à cause justement des manipulations des jerseys béton qui prennent beaucoup de temps.
Pour cette raison-là, on a fait un petit schéma qui est parti des chiffres du représentant des travaux publics qui nous a démontré qu'avec toutes les opérations, on pouvait se rendre jusqu'à 122 heures pour un événement de moyenne taille, dont 7 rues sécurisées. Pendant 3 semaines, ça pouvait aller jusqu'à 122 heures. On s'est rendu compte avec les chiffres qu'il nous a donnés également que ça peut monter jusqu'à 10 000 $ pour seulement un événement de 3 semaines, seulement sécurisant 7 rues. Puis ça, c'est seulement en comptant la location, les coûts d'opération. On ne compte pas tous les autres frais administratifs, frais de logistique, frais d'assurance, puis tous les retards et les imprévus qui sont assumés par la Ville. Donc, est-ce que d'abord, il y a d'autres options qui s'offrent à la Ville? Oui, il y a quelques options. Par contre, ils ont leurs défauts et ils ont leurs qualités. D'abord, les blocs stop qu'on peut voir à l'écran. Ils ont la même problématique que les jerseys de béton. Ils sont trop lents à déplacer. Ça prend de la machinerie lourde à chaque jour pour faire les manipulations quotidiennes. Puis, ils s'intègrent plus ou moins bien dans un contexte événementiel. Ils sont offerts aussi juste en Europe. On a le Surface Guard System qui, lui, s'intègre assez bien dans son environnement, permet un trafic élevé de piétons, permet le passage des véhicules. Par contre, il nécessite des murets et des trottoirs pour assurer sa sécurité puisqu'il s'accroche à ceux-ci. C'est seulement offert en Europe pour l'instant également. Puis, il y a le Pitagon F11 que vous avez probablement déjà vu dans le journal. Donc, la photo de haut, c'est nous qui l'a pris au Carnaval de Québec, au Carnaval d'hiver de Québec 2018. Le policier a juste tassé le Pitagon de la place, en fait, de la rue, parce que ça bloquait les piétons. Ils ne pouvaient plus circuler. Donc, ça avait un petit clash entre le côté événement puis le côté sécurité. C'est pour cette raison-là, nous, on voulait créer un système qui assurait la sécurisation entière de l'événement, mais aussi qui permettait d'améliorer l'expérience des usagers en contexte événementiel. À travers une série de sketchs puis d'idéations, on s'est tourné vers un concept pas mal plus low-tech parce qu'on devait répondre à une problématique dès maintenant. C'est pourquoi on vous présente Trapèze aujourd'hui. Trapèze qui d'abord a un côté très sécuritaire comme le premier module que vous voyez, puis en arrière-plan, il y a son côté récréatif où est-ce que les mêmes blocs peuvent se transformer en estrade en cas pour optimiser justement l'utilisation de ces modules-là et de ces blocs. Comme vous pouvez voir ici sur la rue Saint-Joseph, on a fait une intégration du module Trapèze. Malgré sa taille et son imposance assez remarquable, il s'intègre assez bien dans l'environnement et permet justement un côté dissuasif qu'on ne voulait pas négliger. Donc, vu de l'avant, il y a un côté dissuasif à cause des faces du béton. Mais quand on marche vers le module et vers l'événement, on sent un côté plus humain à cause de justement l'aspect directionnel qui dirige vers le bas et vers le centre de l'événement. Ici, en quelques minutes, on peut enlever les bollards pour permettre une circulation assez rapide. Vous allez comprendre mieux pourquoi, mais avant, on va essayer de comprendre comment est-ce que ça bloque un véhicule bélier. Donc d'abord, avec des validations théoriques avec le directeur du département de génie mécanique, M. Jean Ruel, on a estimé qu'avec un poids lourd de 7,5 tonnes allant à 48 km/h, ce qui est le calcul à faire pour obtenir une certification, qu'il y avait 21 600 newtons de force qui étaient dirigés sur un bollard. Cette force-là est redistribuée vers un cordage qui est situé dans le tapis. Ce cordage-là va être attaché au bloc de béton qui va permettre de traîner tout le module et le véhicule, qui va ainsi diminuer la force qui est projetée du véhicule vers le module. Donc ici, on peut voir qu'avec nos calculs, on se rend compte qu'un véhicule de 1,3 tonnes, qui est une berline normale, on va arrêter le véhicule en 6 mètres, mais avec un véhicule de 7,5 tonnes, ça peut aller jusqu'à 20 mètres. La certification IWA 14 nous permet d'arrêter un véhicule en dedans de 30 mètres. Donc, de ce fait, on rentre dans la norme. Pour un peu mieux comprendre comment ça arrête le véhicule, vous voyez la pièce verte et la pièce jaune est faite d'acier Maraging, qui est un acier comparable au acier A900, qui offre une résistance, une dureté, une ductilité et un taux de d'écrevissage idéal pour l'utilisation qu'on en fait ici. Il y a le cordage d'acier qui, lui, est utilisé en niveau maritime et aussi pour les grues, qui offre une très grande résistance qui permet d'absorber le poids et de le transférer vers les blocs de béton, qui, eux, comme fil marqué, sont directement sur l'asphalte. Il y a une raison pour ça qu'on n'a pas mis de caoutchouc ou de matériel adhérent en dessous, c'est qu'on voulait avoir un coefficient de friction qui était entre 0,4 et 0,6 pour permettre un glissement qui permettait justement d'amortir le choc pour pas que le bollard prenne tout le choc. Et une coque d'aluminium de type 50-52 permet, avec sa résilience, de ne pas projeter les débris lors de l'impact vers la foule et vers les festivaliers.
De plus, j'ai oublié de mentionner que dans le béton, on a ajouté un additif qui est le Self-Healing Concrete. Il n'y a pas de nom en français pour l'instant, c'est un nouvel additif et ça permet justement de régénérer le béton lorsqu'il y a des petites failles dedans pour permettre à une molécule, une particule de champignon de remplir le béton et ainsi de venir remplir les fissures. Ici, avec une vue éclatée, on voit un peu mieux de quoi se compose le module. D'abord, on a le bloc qui est fait en coffrage. Avec un moule de coffrage. On a les tapis qui sont faits de pneus recyclés qu'on a communiqué avec Royalma, qui nous ont dit que c'était possible. On a les moules au sable qui comportent tous les bollards. Moules au sable, pourquoi? Parce que on va utiliser des moules qui sont peu coûteux pour l'instant, parce qu'on n'a pas beaucoup de modules à faire pour faire notre projet pilote et faire notre validation. Ensuite de ça, on a le cordage et les crochets qu'on achète indépendamment. Donc, pour un peu mieux comprendre comment ça se passe dans un événement, on va vous faire parcourir un scénario événementiel. Donc, d'abord, il y a l'installation en 4 étapes. Donc, le véhicule, le camion de transport arrive, décharge les tapis qui sont situés sur des chariots roulants du véhicule pour ensuite venir prendre des blocs de béton à l'aide d'un chariot élévateur qui, lui, va venir placer les blocs à l'endroit désiré par le capitaine de service de police et les travaux publics. Ensuite de ça, on va venir accrocher le cordage qui est situé dans le tapis à la structure interne du bloc qui, elle est assez résistante justement pour absorber tout le choc et le transférer dans le bloc de béton. Ensuite de ça, on va faire le même processus, donc on va venir rajouter un bloc de béton pour ensuite finalement visser les bollards à la structure du tapis interne, à la structure métallique interne au tapis. Puis on peut répéter le processus pour avoir une rue double, une rue triple ou bien une rue simple. Donc on se rend compte que oui, tout ça se passe en 25 minutes. Ce n'est pas là que les opérations sont diminuées, le temps d'opération, mais c'est vraiment lorsqu'on manipule les opérations quotidiennes. Donc enlever les bollards et laisser la circulation le jour et puis le refermer dans le cas de l'événement. On se rend compte qu'avec le jersey de béton, on est nettement supérieur au temps d'opération qu'avec les modules trapèze qui comptent jusqu'à 35,5 heures approximativement pour son installation quotidienne pendant 3 semaines pour 7 rues sécurisées. Donc, ici, on peut voir que dans un contexte de nuit événementielle, on a intégré un système de lumineux d'ailes qui permet de baliser les lieux lors de l'entrée de l'événement, mais aussi lors de la sortie de l'événement, qui était une demande du capitaine de service de police parce que ça pouvait faciliter l'évacuation d'urgence et permettre ainsi un contrôle de foule adéquat. On a validé cette fonctionnalité avec 5 personnes, puis tous nous ont dit que c'était une très belle initiative parce qu'en effet, lorsqu'ils rentrent sur un site événementiel, ils aiment ça, se diriger rapidement puis s'orienter rapidement. On a aussi pensé aux personnes en fauteuil roulant ou aux poussettes pour bébés. Donc, on a ajouté un espace réglementaire de 1,2 mètres qui est un espace au Canada qui est réglementé. En raison des tapis qui sont facilement ajustables puis facilement coupables à différents endroits, on peut s'ajuster en fonction des différentes municipalités à travers le monde. Ici, quelques petits détails du design. D'abord, les cavités qui sont surélevées pour insérer les fourches du chariot élévateur permet de ne pas être encombré par les trottoirs qui sont situés à différents endroits sur le site événementiel. Aussi, cette cavité vient prendre un rappel de forme avec les bollards, comme vous pouvez le voir. Puis un aspect directionnel, comme je l'ai mentionné au début, qui permet justement de passer d'un côté côté danger, la rue, puis d'un côté plus événementiel, plus amusant. Donc, ici, on peut voir que les modules, lorsqu'ils ne sont pas en utilisation, on peut en faire des estrades, qui est plus une utilisation récréative, donc qui met en valeur justement l'élément central. Ici, un feu, ça peut être un cirque de rue ou toute autre utilisation. Puis une autre intégration sur la rue en allée, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ceci. Voici les estrades dans un contexte de la Ville de Québec, donc sur la rue La Couronne. Puis tout ça, c'est bien beau, c'est bien lourd aussi, mais ça prend un service qui permet d'avoir une clé en main pour la municipalité, qui évite justement d'aller transporter puis d'aller installer à chaque fois les trapèzes et les modules sur les lieux événementiels. Donc, comment s'articule ce service-là? D'abord, il y a une communication qui est faite entre la Ville de Québec, qui est un exemple ici, et Trapèze. Cette communication permet de cerner les besoins, d'abord les couleurs, mais aussi l'identité de la ville, qui permet ensuite de passer à la phase de production pour produire des estrades puis des plaques lumineuses à l'identité de la ville.
Puis ensuite, on vient livrer ces plaques-là, ces estrades-là dans les parcs si désirés par la Ville. Dans le cas contraire, on vient simplement attendre la communication du promoteur événementiel puis de la Ville de Québec qui va, eux, demander un niveau de sécurité pour leur événement, mais aussi qui peuvent demander des vinyles ou de la signalétique qui ferait agencer justement l'événement puis l'entrée de l'événement. Ensuite de ça, qu'est-ce que s'occupe Trapèze? C'est de tout ça, mais aussi de l'installation qui se passe en début d'événement, puis aussi de l'entretien tout au long de l'événement. On parle du système lumineux d'ailes, notamment de la batterie qui doit être entretenue. Puis ensuite, on désinstalle le tout, puis on le transporte à nos entrepôts. Puis tout ça, on vient finir avec une rétroaction qui permet d'ajuster tout ce qui est désiré ou indésiré par le client. Voici notre gamme de prix qui varie en fonction de l'événement parce qu'il varie en fonction du niveau de sécurité qui est demandé, mais aussi en fonction de la distance de nos entrepôts de l'événement. Par exemple, si on a une ville en Beauce qui est un peu plus loin que la ville de Québec, pour nous, ça engendre des frais, puis on doit l'assumer, donc le prix va venir avec. Par contre, on se rend compte que malgré ça, les municipalités permettent de sauver de l'argent. Comme on peut le voir, le prix le minimum de trapèze, c'est 2 300 $. C'est pour le minimum de trapèze loué pendant un minimum de temps. Puis malgré ce prix-là, ça enlève tout plein de frais administratifs, comme j'ai mentionné tantôt, mais aussi d'autres. Puis tout ça est une clé en main pour une municipalité qui, elle, désire s'épargner de toute cette sécurisation qui, en ce moment, est prise par surprise par les municipalités. Avec quelques chiffres, on se rend compte que l'entreprise peut être vraiment fructifiante. D'abord, le coût de démarrage et le coût du projet pilote, qui se situerait peut-être dans la ville de Québec, serait autour de 425 000 $. Ça inclut toutes les moules, la certification IW 14, puis le mandat de l'ingénieur mécanique, tout ça au coût de 425 000 $. Le coût de revient d'un module revient pas loin de 4 000 $. Donc, quand on s'incruste dans une nouvelle ville, qu'on a déjà nos moules, qu'on a déjà notre équipe, on doit par contre avoir une nouvelle équipe d'installation et une nouvelle équipe de vente. Pour ça, ça nous coûterait autour de 200 000 $ produire 50 modules. Donc, avec ces 50 modules-là, on permettrait d'assurer la sécurisation pour un événement comme la Ville de Québec qui peut aller jusqu'à 180 événements par année. La Ville de Québec nous a mentionné que c'était 150 à 200 événements par année. Ville de Montréal, 200 à 250. Partout à travers le Canada, je l'ai mentionné tantôt, 3500 événements par année. Donc, de là, voici ce que c'est Trapèze. C'est une clé en main pour les municipalités. Ça réduit le temps d'opération, puis ça sécurise entièrement les rues des municipalités. C'est adapté au contexte urbain. Mieux encore, ça s'incruste partout, sur n'importe quelle surface, à part peut-être du sable, mais on n'en remarque pas en Amérique du Nord. C'est un repère visuel pour tous les festivaliers, pour les personnes du service de police qui désirent diriger une foule en cas d'urgence. C'est personnalisable, puis c'est à l'identité de la ville. Pour ce qui est du projet pilote, on a déjà un ingénieur métallurgique qui est intéressé à réduire nos coûts de fabrication puis qui est aussi intéressé à trouver un ingénieur mécanique pour le mandat, Cédric Garceau. Pour le financement, on est en contact avec Steve Bouffard, un agent économique du développement du Canada, qui lui nous a présenté différentes subventions possibles qui totalisent pour l'instant pas loin de 400 000 $ de subventions, financement et des prêts. Donc ça, puis aussi la commercialisation qui est faite par duquel François Ducharme vient nous aider de Tact Intelligence Conseil, qui est une agence de lobbyistes. On sait que c'est une affaire politique parce que c'est nos villes, les clients. Les clients, c'est les municipalités. Oui, les promoteurs événementiels ont un mot à dire parce qu'ils font partie du processus de décision. Par contre, ils n'ont aucun pouvoir décisionnel. Donc, de là, on a quelques opérations, des plans d'action. Pour l'instant, on se concentre sur 3 grandes phases. D'abord, mandater un ingénieur mécanique pour remplir le mandat. Ensuite de ça, on voudrait démarrer un projet pilote dans la Ville de Québec. On a déjà été en communication avec le ministère de la Sécurité publique. Cependant, malheureusement, M. Coiteux s'est retiré de ces opérations récemment. Donc, on attend encore des nouvelles du ministère. Puis ensuite de ça, lorsque le projet pilote va être adéquat puis va être prêt à la commercialisation, on aimerait ça aller chercher différents contrats dans différentes municipalités pour enfin faire croître la valeur de l'entreprise pour ainsi vendre certaines parts des actions de l'entreprise. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés.